Alors, bonsoir Eric Billard, merci d'avoir accepté de nous accorder ces quelques minutes. Est-ce que vous n'êtes pas trop stressé de nous faire interviewer par deux animatrices autant professionnelles que nous, enfin surtout moi, hein, et qui en plus sont sœurs? Ah, vous êtes sœurs en plus? Oui, oui. Ah, non, vous êtes chaud. Ça. Oui, c'est un peu stressant, j'avoue. C'est un peu stressant parce que je ne suis pas habitué tellement à ce genre d'exercice. Je suis plutôt quelqu'un de l'écrit et de l'écrit plus que de l'oral. Donc, mais je me réjouis, je suis très content en tout cas. Je me réjouis de vous entendre et de faire cette interview avec vous. Alors, vous êtes également accompagnée de votre compagne, Angélique. Bonsoir Madame Bruno. Merci de nous accompagner dans cette interview. C'est gentil. Donc, ça va, vous n'êtes pas trop tendu par tout ce non, bric-à-brac? pas du tout. Les gens sont formidables, un super accueil. Vous êtes tellement chaud. Mon mari est un peu nerveux. Moi, je suis très à l'aise. D'accord. Alors, on est ici à Bulle, dans la librairie de Cap et de Meaux, pour parler de votre magnifique livre, L'adieu à Saint-Kilda, sorti en mars 2017 et qui est paru aux éditions Noleb. On remercie d'ailleurs la librairie de Cap et de Meaux de nous accueillir pour cette interview. Alors, Monsieur Billard, l'année passée, vous avez remporté le prix Édouard Raux. Pour rappel, ce prix a été créé en l'honneur d'Édouard Raux par la commune de Ropra et avec le soutien de Jacques Chessé. Jacques Chessé, c'est un monstre de la littérature, prix concours en 1973 pour L'Ogre, mais c'est pas ce prix qu'il a gagné. Ce prix, donc le prix Édouard Raux, vous l'avez gagné l'année passée, non, cette année, ou l'année passée. L'année passée. Oui, l'année passée, on est en 2018. Oui. Vous l'avez gagné donc l'année passée. Alors ça fait quoi de marcher dans les traces d'une star de la littérature comme Jacques Chessé? Le prochain prix que vous visez, c'est le prix concours? Oula. C'est extrêmement touchant de gagner un prix. Alors évidemment, c'est la première fois que ça m'arrive, mais c'était totalement inattendu parce que comme c'était mon premier roman, on écrit un premier roman, enfin en tout cas moi, avec beaucoup de doutes. Est-ce que ça va plaire? Est-ce que ça va être publié déjà? Après, une fois que c'est publié, est-ce que ça va plaire? Et après, on n'imagine pas du tout. En tout cas, moi, j'imaginais absolument pas pouvoir gagner un prix littéraire. Donc quand ça arrive, c'est totalement inattendu. Et extrêmement touchant. Et puis en plus, effectivement, comme c'est un prix créé notamment par Jacques Chessé, et qui a eu des grands auteurs romans qui ont eu ce prix, c'est extrêmement gratifiant, c'est extrêmement inattendu et très touchant. Oui. Alors, après le concours, c'est encore bien plus loin. Et ça, non, je pense pas du tout à d'autres prix. Enfin, encore une fois, c'est pas du tout le but, mais c'est gratifiant. Alors, je vous comprends. Personnellement, je m'imagine, et j'ai écrit un livre comme vous, et j'en suis assez fière aussi comme vous, et en plus, je reçois un prix, je serai aussi très contente. D'ailleurs, vous saviez que cette année, la personne qui a gagné le prix concours 2017, c'est un certain Eric Huillard. Huillard avec un V, hein, si jamais. Coïncidence? Bah oui, alors c'est une totale coïncidence. En fait, j'ai eu j'ai eu plusieurs personnes qui m'ont dit qu'ils ont entendu à la radio et qu'ils ont cru que c'était moi. D'autres personnes qui m'ont dit, c'est con, à une lettre près, t'avais le concours. Et ouais, c'est assez marrant. En fait, c'est un auteur que j'aime bien, que j'aime beaucoup. J'avais lu ses précédents livres et ça m'avait toujours fait marrer de voir ce nom qui était presque comme le mien. Et oui, enfin, j'étais très content pour lui parce que c'est un magnifique écrivain, c'est un super auteur. Et vous, Madame Bruno, il a pas trop pris la grosse tête? Il vous dit encore bonjour le matin? Non, non, pas du tout. En fait, l'écriture, bon, moi j'écris pas, hein, mais l'écriture est un voyage très intime. Donc, lorsqu'il a écrit son livre, il était vraiment comme un alchimiste dans sa grotte. Et c'est toujours ce doute, hein, il parle du doute, Eric, mais c'est vraiment ce doute dans est-ce que ça marche, est-ce qu'il y a le souffle dramatique, dramaturgique, historique. Et toujours ce doute ensuite de me faire lire, la peur, est-ce que c'est bien? Quand on fait du théâtre, quand on est sur une scène, on est plusieurs. Donc on est plusieurs, on se dit ça va aller, c'est super. Mais quand tu es seul devant ton écran, tu es tout seul en fait, c'est ça qui est fascinant d'avoir accompagné Eric dans son monde. Voilà. Bon, pour moi, en Jacques Chessé qui est décédé et les personnages de votre roman qui ont pour la plupart un destin assez tragique, la transition elle est assez vite faite. Mais avant de parler de votre livre, on vous propose de faire un petit jeu. On va vous poser des questions et vous devrez choisir en 2 propositions de réponse. Vous inquiétez pas, j'ai supprimé les questions qu'elle voulait vous poser qui étaient un peu sadiques. Donc pour commencer, vous préférez écrire à l'ordinateur ou à la main? Ordinateur.
C'est plus pratique. Non, pardon. C'est plus pratique. Oui, enfin, je fais partie d'une génération qui a beaucoup écrit à la main, parce que mes premiers travaux à l'université, c'était à la machine, mais pas encore à l'ordinateur. Donc j'ai découvert l'ordinateur relativement tard, mais je m'y suis fait très vite. Et puis, comme je suis aussi journaliste, j'écris toute la journée à l'ordinateur. C'est vrai que j'ai plus tellement l'habitude d'écrire à la main. Et j'écris très mal à la main, donc j'arrive pas à me relire après, donc c'est plus pratique à l'ordinateur. Non, c'est vraiment beaucoup plus simple quand même. Puis vous qui êtes journaliste de profession, vous vous considérez plus comme un journaliste ou plus comme un écrivain? Ah, vraiment comme un journaliste, j'ai vraiment beaucoup de peine, je dis jamais que je suis écrivain d'ailleurs. Après un roman, ce serait presque un peu prétentieux de dire que je suis écrivain. Donc journaliste oui, parce que je le fais depuis longtemps, mais écrivain, non, pas encore, je pense. D'accord. Et pour finir, quand vous étiez ado, vous préfériez les BD, comme la majorité des ados, ou bien les romans? Les romans. J'ai jamais été très BD en fait. J'ai eu une petite période Lucky Luke, Astérix, mais ça m'est passé assez vite. Et par contre, j'ai assez rapidement lu des livres et des romans. Ouais, les BD, j'ai pas du tout. C'est pas mon monde. Et puis aujourd'hui, je lis je lis pas du tout de BD, quoi. Et ado non plus. Ça m'a très vite passé la BD. Ah, j'ai gagné. J'avais parié qu'il allait dire roman. D'accord. Ok. Ok, bon, tiens, merci. Et une petite dernière question. Quand est-ce que vous écrivez? Est-ce que vous avez une sorte de rituel d'écriture avec des horaires spéciales et des petites habitudes, un café, tout ça? Pas vraiment d'horaire, parce que comme je travaille à 100%, l'écriture c'est toujours un peu dans mon temps libre, c'est-à-dire essentiellement en vacances et les week-ends. Donc j'écris dès que je peux, où je peux. J'ai pas spécialement de rituel, si ce n'est que je suis un grand amateur de thé. Donc oui, effectivement, je me fais un thé, et je sais pas pourquoi, c'est une habitude comme ça, plutôt un thé blanc. Et puis c'est un peu mon petit rituel avant de me mettre à l'écriture. Mais sinon, pour ce qui est de lieu ou d'horaire, non, pas vraiment. C'est un peu quand je trouve le temps plutôt. En tout cas, merci d'avoir participé à notre jeu. Mais maintenant, intéressons-nous à votre livre, L'adieu à Saint-Gilda. Alors, on va rapidement résumer votre livre pour ceux qui ne le connaissent pas. D'ailleurs, c'est dommage pour vous. Hein. Alors, c'est l'histoire d'un homme accompagné d'une certaine Angélique et qui se rend sur l'île de Saint-Gilda. En même temps, ce livre nous dépeint la vie des Saint-Gildiens durant la première moitié du XXe siècle. Et surtout, on assiste à l'organisation de leur émigration vers l'Australie et l'Écosse. Bon, Saint-Gilda est quand même une île très peu visitée. Personnellement, je ne la connaissais pas du tout avant d'avoir lu votre livre. Alors, d'où vous est venue l'idée de vouloir faire un livre sur cette île? Et comment la connaissez-vous surtout? Alors, moi je l'ai connue au cours d'un premier voyage qu'on a fait en Écosse ensemble, je crois que c'était en 2012, sauf erreur. On a fait un voyage en Écosse, comme beaucoup de gens, une petite semaine, 10 jours, un tour en Écosse en tant que touriste. Et on est allé sur l'île de Skye, et sur l'île de Skye, il y avait un château, Dunvegan Castle, où il y avait, au sous-sol, il y avait une exposition de photos. Et il se trouve que c'était des photos de Saint-Kilda. Et j'ai trouvé ces photos absolument extraordinaires. Elles m'ont frappé parce que j'ai vu tout d'un coup des gens, c'était des photos qui dataient de la fin du 19e siècle, avec des visages incroyables, avec des gens qui me semblaient à la fois terrorisés par le photographe et extrêmement forts. Et puis il y avait toute cette série de photos avec quelques explications sur la vie sur place, sur la vie de cette île, dont j'avais jamais entendu parler avant non plus. Et puis ça m'a fasciné parce qu'il y avait ces explications sur le fait qu'ils vivaient sans hiérarchie, sans argent, très longtemps sans lien avec l'extérieur, en étant une petite communauté qui n'a jamais dépassé une centaine d'habitants. Et ça m'a vraiment fasciné. Et puis petit à petit, j'ai commencé à lire des choses là-dessus. C'est pas du tout connu dans le monde francophone, mais en Angleterre, en Écosse, c'est une histoire qui est très connue. C'est leur histoire, elle est très, très répandue. Il y a plein de livres qui existent là-dessus. Donc j'ai commencé à lire de plus en plus, et plus je lisais, plus ça me fascinait. Et puis, j'arrêtais pas de dire, il faut qu'on y aille, il faut qu'on y aille. Prochaine fois qu'on va en Écosse, il faut qu'on aille à Saint-Kilda. Et il se trouve que voilà, 2 ans après, 2 ans après, on a décidé de faire le voyage. Mais par contre, j'avais pas du tout l'intention à ce moment-là d'en faire un livre. C'était pas du tout une idée. C'était pas dans mes projets. C'était vraiment un voyage de touriste, quoi. Et puis c'est aussi après, en parlant autour de moi, en racontant cette histoire, en racontant après en être revenu, en racontant le voyage, que je me suis rendu compte que
ça titillait, que ça intriguait les gens. Je sentais qu'il y avait une fascination, qu'il y avait quelque chose. Et puis c'est là que je me suis dit qu'il y avait peut-être une histoire à raconter autour de cette île. C'est pour ça que je me suis lancé dans cette écriture. D'ailleurs, votre livre, il est quand même assez conséquent. Vous avez mis combien de temps à l'écrire entre le moment où vous avez eu la première idée et le résultat définitif? Alors j'ai commencé à l'écrire, on est allé sur place à Pâques 2014. J'ai commencé à l'écrire l'été suivant, été 2014. Et puis j'ai fait en gros 1 année et demie. Ouais. Mais en travaillant, comme je disais, les week-ends et pendant les vacances, quoi. Ah, vous avez été allé assez vite quand même. Ouais, je sais pas. Je sais pas. Ouais, c'est vrai qu'à partir du moment où je me suis mis vraiment à l'écriture, dans ma tête, c'était assez clair ce que je voulais faire, alterner entre le récit de notre voyage sur place et l'histoire de ces gens sur l'île. Ça, c'était quelque chose que j'avais relativement clair. Donc l'écriture, la rédaction, c'est vrai que finalement, ça m'a coulé assez vite. Après, j'ai pris par contre beaucoup de temps pour réécrire, pour retravailler, j'avais la matière, le texte qui était là, mais j'ai beaucoup retravaillé en fait, pour trouver le bon rythme, pour trouver les mots justes, etc. Alors, l'adieu à Saint-Gilda a pour le thème le passé de Saint-Gilda. Avez-vous voulu faire passer un message, réveiller des consciences ou simplement raconter une histoire comme les autres? C'est marrant parce qu'il y a plusieurs personnes qui m'ont dit et qui ont vu des messages justement sur les migrations, sur l'immigration, sur tout ce qu'on vit ces temps avec les migrants et tout. Et je pense qu'il y a quelque chose là autour. Il y a quand même quelque chose sur le fait que ces gens ont été des émigrants. Ils ont dû partir, mais ils ont été forcés de partir parce que les conditions étaient plus vivables. Mais très franchement, au moment où je l'ai écrit, j'ai pas du tout pensé à ça. C'est quelque chose qui apparaît peut-être en filigrane, qui est là, mais pour moi, c'était pas du tout... J'avais vraiment envie de raconter la vie de ces gens et quelque part de leur rendre hommage, parce qu'ils m'ont beaucoup touché. Plus je lisais des choses, plus je trouvais ces gens extrêmement attachants, dignes jusqu'au bout, dans des conditions de vie extrêmement compliquées. Et du coup, c'était plus comme pour leur rendre hommage, sans vraiment penser à un message quelconque. Et dans votre livre, d'ailleurs, il y a vraiment beaucoup de personnages, comme Miss Berkeley, Kaloum ou encore le vieux Gillis. Est-ce qu'ils sont tous des personnages réels ou il y en a quelques-uns qui sont fictifs? Alors, ils sont quasiment tous réels. Les noms sont quasiment tous les vrais noms. D'ailleurs, certains, j'aurais été incapable de les inventer parce que... il y a une... Dans les habitants du village, il y en a une qui est totalement inventée, qui est la Campbell. Ah ouais. Tout simplement parce que j'avais commencé à l'écrire sans vraiment, au départ, forcément imaginer de mettre que les vrais noms. Donc j'avais commencé à l'appeler elle comme ça, et après quand j'ai décidé de quand même rechercher vraiment les vrais noms des personnes et les utiliser, j'ai décidé de la garder parce qu'elle m'était sympathique. Et puis, mais sinon les noms sont plutôt les noms des vrais personnages. Après, évidemment, les noms sont vrais, mais j'ai inventé leur caractère, j'ai inventé leur façon d'être, etc. Mais j'ai quand même essayé d'être resté au plus près des vrais personnages. Sinon, j'ai fait le lien entre Angélique, qui est l'héroïne de votre livre, Angélique, ici présente, et Angélique, la personne à qui vous avez dédié votre livre. Du coup, ça veut dire tout ça que vous êtes allé sur cette île et que c'est un peu votre histoire. Donc, comment vous avez un peu vécu ce voyage, vous? Enfin, vous nous avez déjà parlé, mais vous, Angélique, comment vous avez vécu ça? Disons que c'était le voyage d'Éric, en fait. Moi, je l'ai accompagné. Et il faut vous imaginer l'Atlantique Nord. En avril, donc il fait froid, il pleut, les vagues, voilà. Et moi, j'ai toujours dit, oui, dans une vie antérieure, j'étais marin. Et je ne le suis pas, en fait. C'était une horreur. J'ai fait une traversée, j'ai cru que j'allais mourir, quoi. C'était horrible. Je vous fais grâce de tout ce que j'ai vécu. Mais j'ai cru que j'allais vraiment mourir. Puis quand on arrive, il pleut, il fait froid, tu descends de ce bateau, on te prend dans un autre petit bateau pour te mettre... Tu comprends rien, tout est brumeux. Tu arrives dans un autre univers, tu dis, mais qu'est-ce que je fais là, quoi? C'est vraiment ça, hein. Mais qu'est-ce que je fais là? Et voilà, donc je l'ai accompagné, c'était son voyage. Après, chacun a son histoire. On est ensemble, mais chacun a son histoire intérieure
à vivre, quoi. Mais moi, en fait, pour rebondir à ce qu'a dit Eric par rapport à l'immigration, c'est que moi, je suis d'origine italienne. Donc, mes parents sont arrivés en Suisse. Alors, le côté émigration, je le connais, je le sens. Quand tu vois ces êtres, ces gens, avec ces regards, eh bien, pour moi, ça me parle. C'est pas... Vous voyez ce que je veux dire? Et donc, c'était une communion qui était déjà faite sans les mots. C'était déjà une communion, je ne sais pas, d'émotion, d'atmosphère. Et quand tu arrives à Sainte-Kilda, c'est exactement ça. Tu arrives dans un endroit totalement habité par quelque chose qui n'existe plus. C'est vraiment ces paysages fantômes, comme ces vieux villages de Sicile où il n'y a personne, il y a juste le vent. Donc c'était ça en fait. Donc je l'ai vécu personnellement différemment qu'Eric. Donc j'imagine que vous n'oserez plus jamais remettre les pieds là-bas. Alors, je dois t'avouer que s'il y a un hélicoptère, peut-être. Mais non, c'est trop flippant. Mais Non, allez-y, hein. Non, mais la prochaine fois, il fera beau, ça sera calme. Mais je pas, je crois pas que vous avez été la seule à pas... Après, le voyage était décrit quand même comme assez compliqué, mais... C'est compliqué, oui et non, parce que c'est compliqué, parce que c'est... Bon, déjà, pour aller jusque sur l'île pour laquelle on embarque pour la Saint-Kilda, c'est relativement long. Après, c'est pas compliqué dans le sens où c'est pas une aventure extraordinaire. C'est un voyage, c'est des bateaux qui font ça tous les jours, on paye la traversée, c'est vraiment un truc de touriste, quoi. Attends, mais... excuse-moi. C'est un petit bateau. Oui, c'est un petit bateau. 12 personnes sur le bateau, non, il faut que je vous dise, vous êtes attachés. Comme ça, vous êtes attachés, hein, c'est pas le truc touristique. Hein. Et si tu dois aller aux toilettes, on t'attache avec une corde, tu dois sortir. Non, faut pas croire, hein, c'est pas la Thaïlande, hein, c'est vraiment l'Atlantique Nord. Non, ouais. Bref, c'était une aventure. Voilà, merci. Alors, monsieur Buyard, j'ai un prof qui m'a demandé de vous poser une question. Il est où non, mais je crois qu'il est pas assez courageux pour vous la poser directement, donc je vais la poser à sa place. Alors, dans votre roman, les Saint-Glydiens sont sur leur île et on dirait que pour le narrateur, c'est une sorte de société idéale, malgré la dureté de la vie. Est-ce que vous placez dans la suite d'auteurs qui ont travaillé avec ce mythe du bon sauvage qui en fait devient corrompu par la civilisation? D'ailleurs, les personnages qui quittent l'île, ils deviennent humains et donc cupides. C'est une bonne question. Non, oui, il y a quelque chose de cet ordre-là. Il y a une forme d'utopie parce que, comme je disais tout à l'heure, c'est vraiment une communauté qui a vécu très longtemps sans argent, sans écriture, sans hiérarchie et qui partageait tout en fait. Il y avait les hommes valides qui allaient à la chasse aux oiseaux et c'était évident qu'ils le partageaient pour tout le village. Enfin, il y avait une sorte de solidarité naturelle. Et c'est vrai que c'est quelque chose qui me touche. Enfin, il y a... Alors le bon sauvage, oui, effectivement, il y a quelque chose de Rousseau, de rousseauiste là-dedans, mais comment dire, je pense que de vivre aussi retiré, aussi éloigné dans une petite communauté, c'est quelque chose qui était absolument naturel, normal, et effectivement, ça me touche. Après, je veux pas me comparer à d'autres auteurs qui ont écrit là-dessus, je serais bien incapable, mais sur l'idée, oui, c'est sûr qu'il y a quelque chose là. Donc vous êtes journaliste et critique littéraire. Mais est-ce que vous idolâtrez une personne dans le monde de la littérature? Oh, idolâtrer, c'est beaucoup dire. Il y a beaucoup d'auteurs que j'admire, il y a beaucoup d'auteurs que j'aime, que je lis toujours avec plaisir. Dans les contemporains, les vivants, je pourrais citer Patrick Modiano, par exemple, prix Nobel il y a quelques années, qui est à mon avis un très grand auteur et dont j'attends chaque fois les sorties de livres avec impatience. Dans un tout autre genre, un auteur comme Régis Geoffrey, dans un genre beaucoup plus dur, plus violent, mais qui a une écriture absolument magnifique. Ou aussi dans les contemporains, des gens comme Eric Holder, Mélisse de Kerangal, une auteure française absolument admirable. Donc oui, il y a beaucoup d'auteurs que j'admire et que j'aime beaucoup. Ou dans la poésie, des Philippe Jacotet, des Gustave Roux, sont des gens qui ont beaucoup compté dans mon parcours, enfin dans ce que j'ai lu. Et à quoi attribuez-vous votre succès, enfin, si vous l'attribuez à quelque chose? Alors succès, c'est gentil déjà, parce que je ne sais pas exactement si c'est un succès.
J'ai l'impression que la fascination que moi j'ai eue pour ces gens, elle est un peu partagée en fait. J'ai l'impression que l'histoire de cette population qui s'accroche à son rocher, qui vit dans des conditions extrêmement difficiles, j'ai l'impression que ça touche, quoi. J'ai l'impression, mais c'est un peu ce que je ressentais déjà, comme je disais tout à l'heure, en parlant autour de moi, en parlant de ça avant d'avoir écrit, je sentais qu'il y avait quelque chose là d'extrêmement, de très émouvant. Et puis ton souffle dramatique dans ton verbe, c'est ça aussi, parce qu'il est, je veux dire, c'est pas de la littérature du haut vol et tu es là, mon Dieu, ça va se terminer quand, ces descriptions qui terminent jamais. En fait, non, c'est pas parce que c'est toi, hein. Moi, on est directement dedans, boum. Je prends l'exemple, ma maman qui est italienne, je dis voilà, Eric a écrit un livre, oh, tu crois que j'arriverai à le lire? Non, t'inquiète pas, elle l'a lu, elle a compris. Voilà, je dis pas que ma maman, voilà, mais sa langue maternelle, c'est l'italien. Donc c'est aussi ton souffle. Je pense que c'est ça qui permet de... Vous l'avez lu, hein, n'est-ce pas? Oui. Ils ont dit qu'elle était très professionnelle. Bah, alors, Lundi à Saint-Kilda, c'est votre premier livre. C'est une très belle réussite d'ailleurs. Et comme vous le dites, bah, vous l'avez fait sur un peu un coup de tête. C'était un coup de cœur, cette île. Et du coup, vous n'avez pas prévu d'en faire un autre, à part si vous tombez par hasard sur une île que vous aimez beaucoup. Une île, je pense pas. Parce que je pense pas. J'ai pas envie de refaire la même chose, mais oui, j'ai envie d'écrire. J'ai envie de continuer à écrire. Oui, c'est sûr. J'ai des idées, j'ai des envies. Je manque de temps en fait. Comme je disais tout à l'heure, je prends le temps pendant les week-ends et sur les vacances. Et puis là, j'ai encore pas le temps de me lancer dans un nouveau livre. Mais j'ai des idées. J'espère m'y remettre assez rapidement. Il n'y a pas de projet concret? Pas vraiment, non. En tout cas, j'ai rien commencé, quoi. Et puis, c'est vrai, il y a plusieurs personnes qui m'ont demandé si je voulais écrire la suite, si je voulais raconter ce qu'étaient devenus ces gens après. Et puis je pense pas. Enfin, je pense que je vais les laisser où ils sont maintenant. Ils ont bien vécu déjà dans ce livre. D'accord. Ben pour ma part, bien que j'ai 15 ans. Je l'avoue que j'ai eu un peu de la peine à accrocher au début de votre livre, hein, si jamais. Alors, est-ce que votre livre est destiné à une tranche d'âge particulière? Non, je pense pas. Enfin, je pense pas. C'est marrant, je suis allé dans une classe à l'école de commerce ici à Bulle qui avait lu le livre en classe. Et puis il y a plusieurs élèves aussi qui m'ont dit qu'ils ont eu de la peine au début, où ils ont eu de la peine aussi avec le nombre de personnages, ils se perdaient un peu. Mais au moment de l'écriture, moi, sincèrement, j'ai pas pensé à un public particulier que je visais, j'ai pas pensé à une tranche d'âge ou j'ai pas l'impression, mais pour moi c'est très difficile de lire, mais j'ai pas l'impression que c'est extrêmement difficile à lire. Maintenant, j'accepte tout à fait le fait que certains n'y entrent pas, ou trouvent un peu ou sont peut-être perturbés par le nombre d'histoires qui se croisent, les personnages, etc. C'est vrai que c'est pas un roman avec une narration habituelle, avec une histoire qui commence, qui a un milieu, qui a un dénouement. C'est pas tout à fait ce genre de roman-là. Donc, mais tranche d'âge, j'ai pas l'impression. Non. Mais c'est quoi qui t'a un petit peu perturbé? En fait, le début, c'est vrai que déjà avec les comebacks, les comebacks, je raconte les flashbacks, c'est vrai que j'étais un peu perdue au début. Je comprenais pas, c'est passer d'un monde à l'autre. Mais après, oui, j'ai bien aimé la fin. Enfin, le milieu et la fin. Ah ouais, d'accord, c'est les flashbacks. Au début, j'ai pas compris que c'était des flashbacks. Ah ouais. J'ai pas tout de suite compris. Il y a les dates qui sont écrites dessus pour Oui, mais j'ai pas... Mais tu as fini. Non, mais je comprends. Puis je peux tout à fait accepter ce genre de remarques. Comme on l'a sûrement dit beaucoup de fois durant cette interview, vous êtes journaliste de profession. Et ce livre, c'est un peu une sorte d'enquête journalistique. Ouais, reportage peut-être plus. Peut-être plus reportage, parce que la partie justement de notre voyage sur place, je suis vraiment resté au plus près de ce qu'on a vécu. Je pense que quasiment toutes les anecdotes que je raconte sont vraies. Les personnes que je décris, qui étaient avec nous sur le bateau sont les vraies personnes, enfin en tout cas, pour autant
comme ils sont donc dans mes souvenirs. La journée telle qu'on l'a passée sur place, je la décris vraiment au plus près. Et là, il y a un côté un peu reportage journalistique. Ouais. Donc pour écrire votre livre, vous êtes retourné dans l'exposition de Sky? Non. Encore une fois, comme je disais, sur place, je n'avais pas prévu d'écrire un livre, donc j'ai pas pris de notes. J'ai pris quelques photos, assez peu, parce qu'il faisait pas très beau. Donc sur les photos, on voit pas grand-chose, etc. Après, j'ai vraiment travaillé d'après mes souvenirs, d'après les photos que j'ai prises sur place, et puis la documentation que j'ai pu réunir. Donc pour vous, c'est un peu un monde qui s'est pas développé. Saint-Kilda, c'est un monde qui est resté un peu sans évoluer. Et est-ce que ça vous plairait de vivre dans un monde comme ça? Vivre à Saint-Kilda, ça devait être quand même pas facile. Les conditions météorologiques, les conditions de vie étaient quand même extrêmement compliquées. Enfin, c'est dur, quoi. C'est vraiment, c'est loin dans l'océan, c'est balayé par les vents, c'est des conditions assez terribles. Donc, je suis pas sûr que ça m'aurait vraiment plu. Par contre, j'ai quand même un côté un peu sauvage. Enfin, c'est beaucoup dire, mais c'est vrai que le côté retiré du monde, parfois ça fait envie quand même. Ouais. Donc escalader les falaises et égorger les oiseaux. Je suis pas très montagnard. Donc égorger les oiseaux, non. Ça peut-être pas, non. Mais le côté, loin de tout, le côté seul au monde, c'est vrai que parfois c'est assez tentant quand même. Okay. Surtout aujourd'hui, dans notre société qui est un peu folle quand même. Donc je pense que des fois ça me fait envie. Ouais. Bon. D'ailleurs, on a appris que vous n'avez pas de téléphone, mais vous n'avez pas de téléphone fixe ou portable. Puis, vous n'avez pas de téléphone, pourquoi ce choix? J'ai pas de téléphone portable, effectivement. C'est un choix. J'en ai. Mais je suis sa secrétaire. En fait. Tous les messages viennent chez moi. Propose-tu un message, je te le lis. Voilà. En gros, c'est ça. Non, j'en ai jamais eu, et puis je m'en passe très bien. Bah oui, parce que je suis là. Mais j'ai pas de téléphone, mais en même temps, je suis pas non plus complètement déconnecté. J'ai un iPad, j'ai des applications. Je suis pas non plus, je vis pas au 19e siècle quand même non plus. Mais non, j'ai pas de téléphone portable. J'en ai jamais eu. Puis je vis très bien comme ça. Je pense qu'on s'en passe très bien. On s'en passe très bien quand on en a jamais eu. Je pense quand on en a eu une fois, on s'habitue et tout. Et puis le côté, justement, d'être de temps en temps, d'être déconnecté, d'être loin de tout, d'être inatteignable, c'est assez agréable quand même. Et puis je pense que si j'en avais un, je deviendrais assez rapidement accro, puis j'ai pas envie de cette dépendance-là. Vous aviez jamais essayé d'avoir un portable avant? Non, okay. J'en ai jamais eu. Mais tu es assez accro avec ton iPad quand même. Oui, je passe beaucoup de temps sur l'iPad, mais quand je suis dehors, quand je suis loin, je suis inatteignable et je suis déconnecté. C'est marrant cette question parce qu'en fait, tout le monde a un portable. Alors, vous posez la question, tu dis, puis c'est vrai, il n'en a pas, quoi. Je veux dire, c'est très étrange, c'est vraiment bizarre. En fait... T'as bien fait de venir. Donc, après avoir écrit un livre entier sur les Saint-Kildiens, vous êtes aussi un peu au fond Saint-Kildien dans la pensée. Et est-ce qu'il y a un personnage dans lequel vous vous reconnaissez plus que dans un autre, bien entendu pas autre que le vôtre? Non, je crois pas qu'il y en a un plus que d'autres. J'aurais de la peine à en sortir un comme ça. Ou un qui vous plaît plus? Bon, il y en a un qui me plaît, mais je me sens pas du tout proche. Par contre, c'est le fameux, c'est Gillis le Californien. Ah oui. Celui qui est parti en Australie, donc qui a fait partie de l'expédition en Australie et qui a survécu, et qui ensuite est parti à la recherche est parti en quête d'or en fait. Il était chercheur d'or, mais avec une vie incroyable, quoi. Il est parti, il est retourné à Saint-Kilda, il est retourné en Australie, il était en Nouvelle-Zélande, il était en Californie. Enfin, il a vécu une vie absolument folle. Pour quelqu'un qui avait grandi sur une île totalement isolée, dans une petite communauté d'une centaine de personnes, tout d'un coup, il s'est découvert une envie de grands espaces et d'aventure qui est absolument étonnante, quoi, qui est absolument folle. Vous auriez osé partir comme ça? Non, moi je suis pas spécialement aventurier, je suis pas un voyageur. D'ailleurs, c'est marrant, certains m'ont catalogué avec ce livre dans le vague des écrivains voyageurs. Je me sens pas du tout voyageur. Enfin, je fais des voyages, oui, mais en touriste. Je suis pas un baroudeur à partir sac au dos. Je suis pas un aventurier, quoi. Donc
Mais ouais, c'est vrai que Gillis le Californien, c'est un personnage qui sort du commun et qui est étonnant, quoi. Tu pourrais écrire un livre sur lui, en fait. Alors j'aurais pu, à un moment, quand je suis tombé sur cette histoire, je me suis dit, mais tiens, c'est ça qu'il faut faire. J'aurais dû faire le roman que sur lui, il y aurait vraiment quelque chose à faire. Bon, il y a un bon bout du livre quand même qui parle de... Alors j'en ai parlé assez largement, parce que c'est une histoire absolument folle, mais on aurait pu, je pense, écrire un roman entier sur lui. Bon, ben malheureusement notre interview touche à sa fin. Oui, je sais, c'est très triste. En tout cas, merci Monsieur Billard pour nous avoir accordé de votre temps libre. Et aussi merci à vous Angélique. Merci pour votre Merci générosité et votre présence. Et nous remercions encore une fois la bibliothèque des Capes et des mots pour nous avoir accueillis. Puis du coup, à la prochaine, peut-être à la sortie d'un prochain livre. Avec plaisir, merci. Merci à vous en tout cas. Merci. Merci, c'est gentil. Au revoir. Merci. Au revoir.